C'est bon, ça fonctionne. Ok, nickel. Bonjour à tous. Merci d'être là ce midi pour cette table ronde. On va parler de tourisme et de mobilité. Alors en 2024, la France a accueilli près de 100 millions de visiteurs internationaux qui s'ajoutent aux Français qui sillonnent notre pays pour les vacances. Alors les solutions de mobilité doivent s'adapter pour faire face à cet afflux de voyageurs et aussi répondre à de nouveaux enjeux, notamment la décarbonation, l'accessibilité et la valorisation de nos territoires. Alors pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Martini, donc, qui est fondateur du média Ourail. Bonjour Benjamin. Bonjour. Également Selma Hari. Donc Selma, tu es responsable développement collectivité chez SNCF Connect and Tech. Bonjour. Et Benoît Vedel, donc directeur général France de Emson. Bonjour. Donc pour démarrer, je propose une première partie. On va s'intéresser finalement aux attentes des voyageurs et des territoires. Ça va permettre de dresser un petit peu un panorama de ce qu'attendent ces deux typologies de voyageurs et de territoires. Et je vais commencer par vous, Benjamin. Vous êtes le fondateur du média Ourail, dont l'objectif est de faire connaître les voyages à faible empreinte carbone en offrant des alternatives accessibles et inspirantes à l'avion et aussi à la voiture. Vous avez une grande communauté qui vous suit sur les réseaux sociaux. Quelles sont les grandes attentes du coup, des voyageurs en matière de mobilité ? Alors, je pense que déjà le premier point à noter aujourd'hui, c'est qu'il y a une véritable explosion des mobilités en général. Aujourd'hui, le train est en plein boom, mais il n'y a pas que le train. Il y a aussi l'avion qui continue sa croissance. On a aussi le cyclotourisme qui est en belle croissance, etc. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie attente pour plus de mobilité. Maintenant, je pense qu'il y a aussi forcément plus de sensibilité aux enjeux climatiques, et ce qui fait que les gens vont rechercher effectivement des alternatives peut-être moins carbonées. Mais pour l'instant, ça ne se traduit pas vraiment dans les émissions, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, les émissions globales, en France par exemple, les émissions du transport, il n'y a pas de vraie baisse, on va dire, significative. Et surtout, la baisse qu'on a peut-être connue là ces derniers mois, c'était plus lié à un contexte où les gens avaient moins de moyens, etc. Mais en tout cas, sur le trafic aérien, il n'y a pas de baisse, par exemple. Et pour répondre à la question, moi, c'est vrai qu'on récolte pas mal de retours de notre communauté sur le sujet du train, du vélo, etc. Et les sujets récurrents, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, c'est évidemment la question du prix. Les gens veulent que les transports soient plus accessibles. Et surtout, je pense qu'il y a une grande frustration parce qu'on appelle les citoyens à être plus responsables dans leur choix de mobilité, mais aujourd'hui, on ne met pas en place les conditions, on va dire, économiques pour que ces transports soient accessibles au plus grand nombre. Et puis après, il y a aussi tous les enjeux, on va dire, que je vais dire peut-être logistiques. Comment on fait en sorte que ça devienne plus simple, que ce soit pour la réservation, que ce soit pour trouver l'information, que ce soit pour faire de l'intermodalité. Il y a beaucoup de gens aussi qui trouvent que ce n'est pas simple d'embarquer son vélo dans le train, et à raison, dans beaucoup de trains, c'est compliqué. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de freins, et je pense que le frein principal, c'est évidemment le prix, et puis après les aspects logistiques. Alors on va parler des solutions effectivement un petit peu plus tard dans la deuxième partie, mais est-ce que les Français ont aussi envie de voyager plus près, plus proche de chez eux? On entend parler de staycation par exemple, puisque c'est une tendance de fond. Alors j'ai pas de chiffres qui peuvent vraiment l'assurer avec certitude, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une tendance de fond, notamment depuis le Covid, où il y a effectivement une volonté de voyager plus près. Je pense qu'il y a le sujet environnemental, mais il y a aussi le sujet, les gens se rendent compte qu'ils ont plein de choses à découvrir autour d'eux, que ce soit en France ou en Europe. Après, je pense qu'il y a des tendances qui s'opposent. Après le Covid, peut-être 1 an ou 2 ans après le Covid, il y avait cette tendance qu'on appelait le revenge travel, avec des gens qui n'avaient pas pu partir pendant 1 an ou 2 ans, et donc qui se vengeaient un peu en partant très loin et très souvent. Donc je pense que, encore une fois, il ne faut pas raisonner de façon générale. Il y a des gens qui vont vouloir voyager de façon plus locale, mais ce n'est pas forcément quelque chose de général. D'accord. Et d'où l'intérêt aussi de médias comme Ourail de mettre en avant, si c'est nécessaire de le rappeler, le beau territoire qui est la France. Selma, je me tourne vers vous. Mais à présent, vous travaillez avec les collectivités, donc avec Tesmo. Alors, vous allez expliquer ce que c'est Tesmo. Et vous travaillez avec les collectivités, les territoires, les régions, les métropoles, pour répondre aux attentes des usagers. Du coup, vous avez peut-être plus le prisme de ces métropoles. Quelles sont les attentes de leur part vis-à-vis de la mobilité ?
En fait, effectivement, on a créé Tesmo, la technologie au service des mobilités, cette année pour mettre en valeur et surtout pour asseoir notre positionnement auprès des collectivités et des entreprises. D'abord pour proposer des produits, des solutions éditeurs, parce que les collectivités ont besoin de solutions, par exemple une application mobile ou un site internet qui agrège toutes les mobilités et l'information voyageur multimodale. Et la deuxième activité, c'est tout ce qui est intégrateur de solutions de mobilité, parce que les collectivités, ils achètent des produits, mais en même temps, ils ont un écosystème tellement complexe et tellement large que l'intégration est un enjeu très important de leurs solutions. Effectivement, en fait, il y a plusieurs enjeux aujourd'hui, notamment avec l'ouverture à la concurrence, parce que les régions, de plus en plus, vont ouvrir des appels d'offres, lancer des appels d'offres pour reprendre la partie distribution à leur compte. Et donc, ils ont un besoin d'avoir un guichet unique, une solution unique, qui intègre toutes les mobilités et qui agrège toute la partie information voyageur, qu'elle soit théorique ou en temps réel, pour faire le calcul d'itinéraire d'un point A à un point B. Et leur enjeu, c'est bien sûr de faire l'itinéraire dans leur région, mais également dans les régions limitrophes. Et pour les régions qui sont transfrontalières, bien évidemment, il y a tout l'enjeu des pays qui sont limitrophes, comme la Belgique, la Suisse ou l'Allemagne, pour aller au-delà des frontières en France. Donc ça, c'est le premier enjeu dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. Le deuxième enjeu, c'est surtout, une fois que ces régions vont avoir leurs propres outils, il faut qu'ils soient en capacité de proposer aux agences de voyage toute l'offre de transport pour que les agences de voyage aussi puissent les distribuer. Parce qu'aujourd'hui, ces offres sont dans un tout qui est aujourd'hui côté groupe SNCF. De plus en plus, demain, les agences de voyage vont avoir autant de connecteurs qu'il y a de systèmes et qu'il y a de régions ici en France. Donc ça, c'est le deuxième enjeu concernant les collectivités. Et un enjeu principal, c'est celui d'assurer une interopérabilité. Parce que quand on dit il faut voyager dans le train, il faut prendre, une fois qu'on arrive dans une ville, il faut prendre le métro, le tramway et tout ça, en fait, il faut qu'on puisse, une fois qu'on a acheté son titre de transport, pouvoir l'utiliser dans plusieurs endroits pour assurer un parcours sans couture et un parcours fluide pour le voyageur. Donc, c'est les enjeux qu'on voit en ce moment. Comme le mentionnait Benjamin sur les problématiques d'intermodalité, comment on passe d'un mode de transport à l'autre. Exactement. En tout cas, une plateforme technologique qui répond à ces enjeux-là. On a parlé beaucoup de tourisme en introduction, mais il y a aussi les citoyens, bien sûr, de ces métropoles qui ont envie de voyager au quotidien et qui, eux, cherchent peut-être plus de la flexibilité, de la facilité d'accès, là où les touristes vont peut-être plutôt chercher du confort à bord des transports. Comment on arrive à concilier finalement ces deux types de populations et répondre à leurs besoins ? D'accord. Aujourd'hui, alors si je prends les régions, mais après c'est la même chose pour les métropoles ou les urbains, ils ont un enjeu de promouvoir le transport collectif pour décarboner le transport, pour lutter contre l'autosolisme. Donc en fait, ça c'est très important pour amener les voyageurs dans les transports. Et donc sur les régions, par exemple, on retrouve des trains ou des lignes régionales qui relient plusieurs régions. Et avoir un système qui permet la réservation de places de vélo ou de places de voyageurs à bord de ces trains, c'est d'abord pour assurer un parcours fluide pour le client et surtout pour répondre aux contraintes d'exploitation qu'a le train. Parce qu'un train, il est dans un quai pendant un certain temps, donc il faut fluidifier les différents usagers pour qu'ils puissent aller dans la bonne rame ou dans le bon train pendant un temps très limité. Et donc, il faut être en capacité pour les touristes d'offrir des solutions qui leur permettent de réserver leur place de train et de leur indiquer la bonne voiture. Donc ça, c'est pour les touristes. En même temps, on a bien des abonnés sur cette ligne-là et des abonnés qui ont besoin de prendre le train Paris-Dijon le vendredi soir. Et puis, ils n'ont pas envie de trouver un train qui n'est plus ouvert à la réservation. Donc, il faut être en capacité de proposer des solutions également qui, par exemple, réservent des rames dans ce train-là pour les abonnés. Et comme ça, s'ils n'ont pas eu le temps de réserver leur place de train, ils ont toujours la possibilité de monter dans ces rames, quitte à rester debout s'ils veulent vraiment prendre leur train. Donc, voilà. Donc, bien évidemment, les enjeux des abonnés et des touristes ne sont pas les mêmes, sauf que les deux utilisent la même solution, une solution régionale, locale, pour justement emprunter le transport en commun. Et donc, la solution doit être en capacité de répondre aux deux. On a parlé merci Salma, de matériel. C'est aussi des infrastructures, les transports. Donc, Benoît, je me tourne vers vous. Donc, chez Emson, vous travaillez avec de nombreuses collectivités sur l'aménagement d'infrastructures de mobilité. Et il y a également des enjeux
de conflits d'usage qu'il faut résoudre. Il faut pouvoir offrir des infrastructures touristiques, de transport, par exemple des vélos pour les touristes, mais aussi des infrastructures pour, on l'a dit, pour les usagers du quotidien. Comment vous travaillez avec les collectivités sur ces problématiques-là chez Emson? Oui, c'est une très bonne question. Alors, on ne t'entend pas très bien, Benoît. Est-ce que le bruit marche? Oui, voilà. C'est parfait. Parfait. Merci Julien pour la question. Et effectivement, la question des conflits d'usage est une vraie question, car les touristes sont dans la ville et les citoyens sont dans la ville et ils doivent partager le même espace. Et effectivement, avec des contraintes qui sont vraiment différentes. Et l'exemple que donnait Selma à l'instant sur le train, on a un exemple où on peut avoir des usagers quotidiens du train qui vont être gênés par les vélos qui peuvent être dans les RER ou dans les TGV, en occupation d'espace, en dérangement, ou des valises de voyageurs lorsque les gens vont à Roissy. Donc effectivement, le conflit d'usage est important. Nous, chez Emson, on aide les collectivités locales à modéliser leur choix d'infrastructure, que ce soit la voirie, que ce soit les hubs routiers, pour s'assurer que les deux populations, les deux usages seront bien desservis. Alors, il y a quelques exemples qui me viennent à l'idée, c'est que ce qui est important, c'est la concertation, c'est que le citoyen doit être impliqué lorsqu'il va y avoir des aménagements importants de la ville. On a de nombreux territoires qui ont leur population qui varie de 1 à 5 ou à 10 en fonction des moments touristiques. Donc il faut pouvoir décider comment on offre une offre à ces périodes-là de l'année. Donc ça peut être des aménagements adaptatifs, typiquement de piétonniser un bord de mer pendant 2-3 mois de l'année, mais en pensant à un plan de circulation qui va être adapté pour les résidents. Des erreurs qui sont faites très fréquemment, c'est qu'on parlait du vélo, mais le vélo à Paris, il est pensé pour les trajets quotidiens, et le vélo dans les métropoles ou dans les zones plus rurales va être pensé pour les touristes ou pour le loisir. Et il est important dans les deux cas de penser le vélo pour répondre aux deux usages. Et que autant à Paris qu'en région, il est important qu'on puisse avoir des systèmes de mobilité active qui soient interconnectés avec les autres moyens de transport, car ça va être la clé du succès quand les mobilités actives vont être utilisées, c'est que s'ils sont interconnectés avec un parking voiture ou avec une gare de train. C'est parfait, Benoît. Ça fait une belle transition vers notre deuxième partie sur les solutions. Tu as commencé à en expliquer quelques-unes. J'aimerais qu'on revienne un petit peu au train avec Benjamin. Vous disiez tout à l'heure que le train était jugé trop cher. Donc c'était un des irritants forts qui freine l'adoption du train et son usage. Est-ce une fatalité ou on peut repenser finalement la fiscalité et le financement pour rendre le train plus attractif par rapport à d'autres modes? Alors déjà, je vais apporter une petite nuance. C'est pas le train qui est cher, c'est certains trains à certains moments. Aujourd'hui, c'est possible de trouver des billets de train qui sont pas chers quand on voyage évidemment en milieu de semaine, quand c'est pas à des périodes de forte fréquentation. Il y a aussi des types de trains qui sont moins chers. Évidemment, on pense à Ouigo, qui est l'offre low cost, que ce soit à grande vitesse ou train classique. Les TER aussi, ça peut être vraiment pas cher parce que c'est très subventionné. Les intercités aussi, ça peut être pas cher. Mais c'est vrai qu'il y a un gros point de tension, notamment sur le TGV, et surtout le vendredi soir ou au moment des départs en vacances. Forcément, c'est le moment où tout le monde veut partir. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une situation où il n'y a pas assez de place par rapport au nombre de personnes qui veulent partir. Donc aujourd'hui, en fait, le gros problème qu'on a, c'est qu'on manque de matériel. Donc malheureusement, construire des trains, ça ne prend pas 5 minutes. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème qui va être réglé très rapidement, puisque de toute façon, on manque de place par rapport à la demande. Ce qu'il faudrait pour que ce soit réglé rapidement, c'est qu'il faudrait qu'on donne aux gens la possibilité de voyager à des moments différents. Donc ça veut dire qu'il y a des évolutions sociétales qui sont en train de se mettre en place. Je pense notamment
au TTR, les temps de trajet responsables, qui permettent par exemple de pouvoir avancer son départ d'une journée. Je pense au fait qu'il y a de plus en plus de freelance, ce qui fait qu'on a un peu plus de flexibilité, etc. Mais c'est vrai que ça ne va pas assez vite. Aujourd'hui, malheureusement, avec les périodes de vacances qui sont un peu imposées dès lors qu'on a de la famille, malheureusement, c'est compliqué. Voilà. Après, pour revenir sur le cadre fiscal, évidemment, aujourd'hui, il y a des possibilités pour rendre le train moins cher. Mais aujourd'hui, ce qui manque, c'est aussi la volonté politique. S'il y avait une vraie volonté politique de rendre le train plus accessible, ça pourrait se faire. Je prends l'exemple de la grande vitesse. Aujourd'hui, sur un billet de TGV, on paye à peu près 40% de péage ferroviaire. Donc, je vous laisse imaginer si on réduisait déjà le tarif des péages ferroviaires comme ça a pu être fait dans d'autres pays, par exemple en Italie, ça permettrait de baisser justement le tarif des billets. Mais encore une fois, de toute façon, on se retrouverait avec des trains qui seraient complets. Puisque déjà aujourd'hui, au moment de forte affluence, les trains sont déjà complets alors que les billets ont des tarifs assez prohibitifs. Donc en fait, malheureusement aujourd'hui, on pourrait mettre en place ces mesures fiscales, mais il faut que ça soit accompagné d'investissements pour avoir plus de matériel roulant. Et voilà, aujourd'hui, malheureusement, les investissements en matériel roulant, notamment sur les TGV, c'est porté uniquement par le groupe SNCF. L'État n'investit pas sur l'achat de matériel roulant sur la grande vitesse. Et donc, pareil, il faudrait que peut-être il y ait un peu de volonté politique à ce niveau-là. Et très vite, parce que Selma parlait tout à l'heure de concurrence, il y a de la concurrence aussi sur le train. Est-ce que ça peut être une réponse, Benjamin, pour apporter justement plus de capacité ? Le souci, c'est qu'aujourd'hui, les carnets de commandes des constructeurs sont pleins pour plusieurs années. Donc, il y a toute une filière aussi qui doit s'organiser avec des recrutements, la construction de nouvelles lignes de production, etc. Donc, pour moi, la concurrence ne va pas forcément régler le problème du jour au lendemain. Après, évidemment, on observe dans certains pays que la concurrence a pu faire baisser les prix. C'est ce qui s'est passé en Italie. En Italie, j'ai le sentiment, après ça n'engage que moi, mais j'ai le sentiment que la concurrence a pu apporter des conséquences plutôt positives pour les voyageurs et pour l'ensemble des acteurs du secteur, puisque il y a une offre qui s'est élargie, il y a eu plus de dessertes, il y a eu plus de billets vendus, et du coup le train est devenu plus concurrentiel par rapport à l'avion. Mais l'ouverture à la concurrence s'est aussi très mal passée dans certains pays. Je prends l'exemple du Royaume-Uni. Donc en fait, il ne faut pas penser que l'ouverture à la concurrence, c'est la solution à tous nos problèmes, ça va tout régler. Encore une fois, ça peut aider, ça peut rendre, effectivement, ça peut pousser les acteurs, on va dire, historiques à peut-être être un peu moins plan-plan et à moins se reposer sur leur laurier, à se dire, OK, il faut peut-être qu'on se bouge, il faut peut-être qu'on se questionne, etc. Mais il ne faut pas penser que ça va tout régler. Merci Benjamin. Donc on a parlé prix du coup et concurrence. C'est vrai qu'on revienne aussi sur un irritant qu'on a listé tout à l'heure, c'est aussi personnaliser l'expérience de voyage, répondre aux attentes de tous les publics. Donc on a parlé des touristes, des usagers, mais il y a aussi les personnes à mobilité réduite, il y a aussi les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec le numérique. Donc du coup Selma, comment avec des applications comme celle fournie par Tesmo, on arrive finalement à rendre les applications, l'accès plus simple pour tous ces publics ? Alors nous, on essaie de ne pas se reposer sur nos lauriers, justement, et en attendant justement tous ces trains et du coup l'augmentation de l'offre. Donc avec Tesmo, on propose justement un outil unique, intégré, qui intègre toutes les mobilités. Alors le train, mais pas que le train, on intègre aussi le bus, le tramway, le vélo en libre-service, le transport à la demande, le covoiturage, enfin voilà, toutes les mobilités décarbonées et les mobilités collectives et douces. Donc d'abord, ça commence par l'information voyageur, parce qu'on voit bien que ça soit côté région, principalement côté région, un peu moins quand même côté métropole, c'est que l'information voyageur, elle est très cruciale, parce qu'un voyageur mal informé est un voyageur tout de suite mécontent du réseau et surtout en situation de perturber. Donc on a vraiment en fait l'ambition d'avoir les bonnes interfaces, les bons connecteurs en tout cas aux différents systèmes, pour avoir toute l'information voyageur théorique, l'information voyageur temps réel, et surtout pousser l'information de perturbation en cas de situation inopinée où le client se retrouve bloqué dans un tramway ou bloqué dans une correspondance alors qu'il a prévu de récupérer un métro ou récupérer un TER. Et donc en fait, dans le fait de lui pousser cette information, on pourrait aussi lui proposer
un itinéraire alternatif pour qu'ils puissent emprunter un autre itinéraire. Donc ça, c'est le premier point, c'est d'abord être proposé aux collectivités une application de référence qui rassure le voyageur quant à l'information voyageur, parce que c'est ce qui permet derrière de récupérer ce client-là, de le garder et surtout d'aller vers l'acte d'achat. Dans l'intégration des différentes offres, il y a l'IV, mais il y a aussi tout ce qui est achat de titres de transport. Donc nous, notre objectif, c'est une fois que le client a fait une recherche d'itinéraire, c'est qu'il puisse acheter son itinéraire de bout en bout. Bien évidemment, c'est aux collectivités d'aller porter tous les partenariats commerciaux avec les différents opérateurs. Nous, on est fournisseurs de solutions et donc on permet techniquement d'aller se connecter aux différents systèmes pour que le client puisse acheter son titre de transport et surtout puisse le payer en un acte unique. Et un itinéraire qui engrange plusieurs modes, par exemple, qu'il n'ait pas à faire 3 paiements, mais uniquement un seul paiement. Et puis tout à l'heure, j'ai parlé de l'interopérabilité, la possibilité, parce qu'aujourd'hui, on voit bien, par exemple, en Ile-de-France, on peut avoir son titre de transport sur son téléphone. Sur les TER, en fait, son titre de transport, il est plutôt code-barre. Après, il y a aussi des cartes sans contact. Si on va à Bordeaux, on va avoir du Bluetooth. Donc voilà, donc on a beaucoup de technologies à supporter. Et donc, il faut être aussi un acteur multitechnologie et ne pas imposer finalement une seule technologie aux collectivités. Pour que tout le monde soit à l'aise du coup avec les solutions et faire de une plateforme unique où on peut acheter l'ensemble du catalogue de transport. Exactement. C'est ça l'ambition. Exactement. Benoît, on parle beaucoup et on voit beaucoup dans les villes, on parle de congestion, on voit des scooters, des trottinettes, des vélos, etc. Pourquoi est-ce crucial finalement pour les collectivités de bien penser, dimensionner leurs infrastructures? Est-ce que c'est des enjeux de sécurité, de nuisance? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, en fait, le constat est que on se retrouve tous dans la ville et on se retrouve tous avec une infrastructure physique qui est vraiment limitée. Et je vais prendre juste un exemple, c'est la route. Aujourd'hui, l'espace qui est dédié à la route, que ce soit les trottoirs ou pour les voitures ou pour le transport public, il est très limité. On ne peut pas l'étendre. Et donc, à partir du moment où on va avoir de plus en plus d'usagers différents de la route, qui ont des vitesses différentes, le piéton, la trottinette, le vélo musculaire, le vélo électrique, les scooters n'ont pas la même vitesse, donc ils ne peuvent pas être sur les mêmes tronçons. Et donc effectivement, pendant longtemps, les infrastructures, on a voulu héberger les pistes cyclables sur les trottoirs. Et ça, c'est une erreur qui est très importante parce qu'effectivement, ça ne crée que des conflits d'usage. Et ensuite, on a voulu faire des pistes cyclables pour les vélos, mais également les pistes cyclables pour les vélos ont une performance qui est très faible, c'est-à-dire qu'elles vont être utilisées par les familles ou par les personnes qui sont en recherche de sécurité. Et donc, tous ceux qui ont des vélos cargo, tous ceux qui font un petit peu des vélos sportifs, vont utiliser la route. Donc, en fait, il faut véritablement penser l'infrastructure et modéliser l'usage réel de l'infrastructure pour être face à ces différentes usagers que l'on va avoir. Et lorsqu'on parle de... Pardon, parce qu'on parle de technologie alors qu'on parle de tourisme, mais ce qui est une chose qui est importante, c'est qu'en mobilité, beaucoup de choses sont contre-intuitives. Donc, on ne peut pas imaginer les solutions de manière intrinsèque. Il faut voir en fonction des volumétries ce que ça va donner en fonction des différents scénarios. Et tout le monde pense que la ville est impactée lorsqu'il y a une météo négative. Donc, lorsqu'il pleut, il y a plus de congestion, etc. Mais c'était quelque part le passé. Aujourd'hui, une problématique de ville nouvelle, c'est que lorsqu'il fait beau, tout le monde va prendre le vélo. Et en fait, on va avoir des conflits d'usage au niveau du vélo qui vont être beaucoup plus forts d'un point de vue sécurité. Parce que 2 vélos à 20 km/h, ça fait un choc à 40 km/h. Et les trottinettes électriques ou les autres moyens de mobilité douce, c'est encore plus fort. Donc en fait, il y a un impact sur la sécurité qui est sous-estimé par les usagers. Et donc le dimensionnement de l'infrastructure pour justement des périodes où il va faire beau est important. Donc toutes ces nouvelles infrastructures ne doivent pas être sous-dimensionnées.
Et comment on fait aussi pour anticiper les tendances finalement, parce que là on parle beaucoup de vélo, etc. Mais on peut faire des projections sur la progression du nombre de cyclistes. Est-ce qu'il y a des nouveaux modes de transport qu'on voit arriver dans les prochaines années? Alors on a parlé pendant le JO, ça n'a pas fonctionné, mais taxi volant, voilà, peut-être qu'il y aura d'autres modes de transport demain. Comment on crée des infrastructures justement qui anticipent cette augmentation des flux et ces nouveaux modes de transport, ces nouveaux usages qui adviendront dans 10, 15, 20 ans? Et c'est un très bon point que l'on regarde, nous, avec les collectivités locales. C'est-à-dire que les collectivités locales peuvent être animées aujourd'hui et nourries par des urbanistes, des architectes qui vont arriver avec voilà comment devrait être le centre-ville, apaisé, végétalisé, ouvert sur les touristes et plus ouvert sur le monde. Mais c'est important effectivement d'avoir une vision d'architectes et d'urbanistes, mais c'est important aussi de comprendre ce que les usagers veulent. Donc les sociologues, les psychologues sont importants aussi à intégrer dans la réflexion et dans les choix d'aménagement. Et puis effectivement, la technologie va permettre d'apporter du rationnel. Une des réponses, c'est l'adaptabilité des infrastructures. Et si certains d'entre vous connaissent Paris avec les aménagements qui ont été faits pendant les Jeux Olympiques de Paris, donc avec beaucoup d'aménagements provisoires, mais il y a eu des gros débats qui ont été faits autour de l'axe Trocadéro-Tour Eiffel, savoir si c'était un axe qui allait être entièrement piétonnisé. Et face à une difficulté avec les citoyens, et quand je dis citoyens, ce n'est pas forcément les votants, ce n'est pas forcément les résidents, ce sont aussi ceux qui vont être les utilisateurs de la route mais qui n'habitent pas Paris. Donc il a fallu faire de la concertation et au final, si vous regardez le pont de Iéna, il est piétonnisé de manière adaptative, c'est-à-dire que ce sont des plots qui arrêtent la circulation, qui peuvent être enlevés pour revenir à un flux normal ou qui peuvent être positionnés à 100% pour pouvoir ne même pas laisser passer les transports publics. Aujourd'hui, il n'est que pour les transports publics et les transports de secours, mais il pourrait y avoir d'autres usages qui sont faits. Donc l'adaptabilité de l'infrastructure est importante. Et sûrement plus facile sur la voirie qu'en ferroviaire, où là, effectivement, le temps long de la mise à disposition des rames n'est pas le même. Merci Benoît. Pour finir, j'aimerais qu'on s'évade un peu, qu'on revienne au tourisme finalement. On a parlé de psychologue, de comportement, de représentation et j'aimerais bien qu'on parle de l'imaginaire du voyage. Peut-être en recommençant par vous, Benjamin, mais on disait tout à l'heure que l'avion il reste très valorisé, la voiture aussi dans la représentation qu'on se fait. Comment on redonne de l'attrait au train, au séjour en France, aux vacances de proximité? Est-ce qu'il y a un travail à faire sur la représentation de ce qu'on se fait des vacances? Oh, bah ça, c'est une certitude. Le petit test que vous pouvez faire chez vous, c'est taper voyage sur Google et vous allez voir qu'il n'y a quasiment que des images d'avion, alors que le voyage, finalement, c'est pas que de l'avion. Je pense que prendre le train, c'est aussi un voyage, prendre le vélo, c'est aussi un voyage. Mais c'est vrai que depuis des dizaines d'années, il y a eu un gros travail. Alors, je ne sais pas si c'était forcément voulu ou si c'est juste, voilà, ça s'est fait comme ça, mais en tout cas, l'imaginaire du voyage est aujourd'hui très aérien. Alors que par ailleurs, c'est quand même une vraie minorité qui prend l'avion. Et ça, c'est vrai à l'échelle mondiale, puisqu'il y a 80% de la population mondiale qui n'a jamais pris l'avion. Mais même en France, en 2019, il y avait les 2/3 des Français qui n'avaient pas pris l'avion. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai décalage entre l'importance de l'avion dans les imaginaires du voyage et la réalité des voyages des Français. Parce qu'en fait, la majorité des Français, ils ne voyagent pas en avion. Il y en a beaucoup qui prennent la voiture surtout. Mais c'est vrai qu'il y a on peut le dire, hein, les professionnels de l'aérien ont été très forts en marketing et en communication. Ils ont rendu l'aérien très désirable. Pourtant, moi, je trouve personnellement que l'expérience, elle est catastrophique, surtout depuis l'arrivée du low-cost. Faut passer les portiques de sécurité, faut faire attention à ce qu'on met dans ses bagages, faut sortir du centre-ville. Enfin, une fois qu'on est assis dans l'avion, c'est quand même pas très confortable. Je trouve que l'expérience train, généralement, elle est quand même plus agréable. Donc, pour moi, il y a pas. Je pense qu'il n'y a pas énormément de travail. C'est juste que, effectivement, il faut qu'on soit capable de questionner un peu nos symboles, etc. Et donc, ça passe forcément par, effectivement, peut-être donner plus de moyens aux mobilités douces pour aussi
rétablir un peu une forme de vérité et dire attention, le train, c'est vraiment confortable. Et en fait, nous, en tant que médias, on joue même plus sur les aspects écologiques parce qu'on considère qu'il n'y a pas spécialement besoin. En fait, pour nous, choisir le train, c'est pas forcément juste par écologie, c'est juste parce que tu pars d'un centre-ville, tu arrives en centre-ville, tu peux travailler, regarder le paysage. Enfin, il y a beaucoup d'avantages qui ne sont même pas en lien avec l'écologie. Donc un travail finalement plus peut-être marketing pour remettre le train au centre, le vélo, les autres mobilités. C'est ça le vrai défi? Ouais, je pense qu'il y a un vrai travail effectivement de communication, de marketing. Et c'est vrai qu'on a peut-être beaucoup à apprendre du marketing aérien, parce que c'est vrai que juste sur la question du prix, l'aérien a été très très fort pour faire croire que c'était pas cher. Parce qu'en fait, on retient très souvent juste le prix marketing affiché. Sur un site, on se dit j'ai payé que 50 € pour faire mon aller-retour Ryanair, mais on oublie les navettes pour partir depuis, je sais pas, la Porte-Maillot ou un truc comme ça. On oublie le petit supplément bagage. On oublie ensuite le transport une fois à l'arrivée. Enfin voilà, en fait, quand on prend le coût réel qu'on a payé, déjà très souvent, le différentiel, il faut le relativiser. Et puis après, il y a aussi un autre coût qu'on prend pour le coup jamais en considération, c'est le coût pour la société. Aujourd'hui, on commence à vraiment voir les effets du réchauffement climatique, et ça, c'est un coût qui est vraiment négligé, alors que pourtant, on le paye avec nos impôts, etc. La réparation de toutes les catastrophes climatiques, c'est nous qui le payons. Pour valoriser du coup aussi les territoires, les lieux touristiques, etc., on peut intégrer, aussi mettre en visibilité, marketer ces offres-là directement dans les applications de mobilité. Et je crois que justement, Tesmo travaille dans cette voie pour valoriser des restaurants, des festivals, des musées aussi. C'est le cas ? Effectivement, parce qu'aujourd'hui, pour reprendre le terme, aussi il y a un vrai décalage entre les applications locales, que ce soit des régions ou des métropoles, entre ce qu'on retrouve dans ces applications comme fonctionnalité et les vrais besoins des touristes. Parce que pour justement attraper ce touriste-là dans cette application et pour le garder, il faudra pouvoir lui proposer à la fin de son itinéraire, ou même par exemple tous les lieux touristiques, les musées, les restaurants, voilà. Et ça, on le développe dans notre application à travers plusieurs écrans. Typiquement, la partie page d'accueil avec la cartographie, on ne va pas retrouver que des mobilités, mais également des lieux touristiques, à condition bien évidemment que la collectivité ait fait le contrat commercial avec ces différents lieux touristiques. Donc c'est important pour les touristes de retrouver autre chose que la mobilité dans une application qui est censée quand même emmener tous les voyageurs d'un point A à un point B, en valorisant les différents lieux touristiques et surtout en implémentant aussi des prix et des tarifs qui pourraient être négociés entre la collectivité et ces lieux touristiques. Parce que pourquoi finalement le voyageur il va aller acheter sa place de musée sur l'application de la région, parce que peut-être il y a un tarif qui a été négocié entre la collectivité, et donc il peut acheter et son titre de transport, mais en même temps s'en passe, pas peut-être juste un musée, mais plusieurs musées dans la ville. Donc nous, on travaille dans ce sens-là pour promouvoir les lieux touristiques quand la collectivité le met vraiment comme un enjeu primordial. Et ce qui rend la mobilité douce plus attrayante, puisqu'on peut bénéficier aussi de tarifs réduits du coup, pour continuer son voyage au-delà du transport. Exactement. Et comment les infrastructures, Benoît, elles peuvent aussi nous amener habilement vers les lieux d'intérêt? Est-ce qu'on peut travailler avec les collectivités pour modifier des tracés vélos, pour que ça nous fasse passer devant les musées? Comment on peut travailler aussi en ce sens pour que finalement le trajet en ville nous permette de voir des choses? Oui, et avec une offre pour les touristes, mais aussi pour les citoyens, car les citoyens aussi ont envie de redécouvrir leur ville, et eux aussi vont choisir des modes de transport qui sont agréables. Et on prend dans Paris, il y a eu pendant, juste prendre cet exemple-là parce qu'il est complexe et donc intéressant à représenter, c'est que pendant de nombreuses années, il y a eu un investissement sur la place du vélo et la sécurité du vélo dans Paris, et qui aurait pu être au détriment du transport public. Donc aujourd'hui, il y a à nouveau un focus qui est très fort sur les transports publics, transports en commun dans Paris, que ce soit essentiellement aujourd'hui sur la voirie et les transports publics externes. Et de ce fait,
des lignes peuvent devenir très agréables. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le 72, qui est une ligne de bus qui fait les quais de Seine. Et donc, en fait, apporter plus de performance, mettre des sites dédiés, donc avoir une infrastructure qui permet aux bus ou aux trams d'avoir une performance qui est plus forte que la voiture ou que d'autres moyens de transport, va être un facteur qui va faire choisir les citoyens d'un mode vers un autre. Et ce qui est important également, c'est que ces services soient ouverts de manière constante, pas simplement pendant les périodes saisonnières, mais aussi pendant le reste de l'année, pour que la mobilité soit toujours un moyen de pouvoir faire redécouvrir le territoire aux citoyens et aux touristes, et ce qui va être un facteur de cohésion. Merci Benoît. Alors comme on aime que les transports arrivent à l'heure, on est pile dans le timing pour prendre les questions. Donc si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas à les poser. Et je crois qu'il y a un micro qui va tourner dans la salle. Il n'y avait pas beaucoup de questions. Je crois que ça a été clair. Bon. S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on s'arrête là. Un grand merci. Ah, il y a une question. Alors, il y a une question. On attend le micro. Merci. Oui, peut-être une question pour Tesmo. Enfin, j'en ai plusieurs, mais je vais essayer d'être concis. Je vais regarder les notes que j'ai prises avec mon collègue justement sur Tesmo. On avait plusieurs questions. Je suis très attentif. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, Marc Sahuguet, agent de voyage spécialisé dans le train, j'ai envie de dire. Ok. Je pense à toutes ces plateformes régionales qu'on voit fleurir et qui permettent localement de se déplacer en bus, en train et d'agréger en tout cas toutes les offres régionales. Qu'elles sont nécessaires, on est d'accord. Mais c'est vrai que moi, quand j'arrive dans une nouvelle région, en tant que voyageur, encore une fois, c'est compliqué d'avoir une application dédiée, de se dire je vais télécharger l'application, déjà comprendre comment elle s'utilise, si tant est qu'elle s'utilise de la même manière que des applications comme SNCF Connect, et arriver à me retrouver là-dessus. Je ne parle même pas d'avoir un vélo ou d'avoir d'autres choses de réservation supplémentaires à faire, mais en fait on se retrouve souvent à jongler entre SNCF Connect, qui est l'application sûrement avec le train avec lequel je suis venu dans cette région, les trains régionaux que je vais réserver aussi sur SNCF Connect parce que je suis habitué à me réserver mes trains là, et les bus que j'ai envie de réserver potentiellement sur cette application. Et donc c'est assez ironique parce que vous développez l'ensemble, en tout cas c'est chapeauté par SNCF Connect, la tech est en partie partagée je suppose, mais on se retrouve avec des applications découpées, et pour l'utilisateur c'est compliqué de se dire je vais télécharger une application pour chaque région. Donc comment vous voyez ça à long terme pour garder ça utilisable pour les gens, compréhensible et peut-être avoir des expériences assez faciles à prendre en main, en tout cas familières par rapport à ce que les gens connaissent sur SNCF Connect. Alors ce qui est sûr que l'expérience utilisateur aujourd'hui elle n'est pas idéale parce qu'effectivement aujourd'hui on a SNCF Connect, alors on a deux marques commerciales, d'abord c'est Connect et ensuite c'est Tesmo. Connect, c'est l'agence de voyage au niveau national et international, mais si on parle que de la France, c'est d'abord le train, mais aussi on a plusieurs réseaux qui ont été intégrés à Connect pour prendre le transport collectif, comme à Caen, comme à Annecy par exemple. Donc Connect intègre de plus en plus de réseaux en France pour justement assurer un parcours de bout en bout entre le train et la ville. Aujourd'hui, Connect aussi distribue le TGV, enfin bref, la longue distance, distribue aussi les TER. Et aujourd'hui, on n'a pas forcément l'interurbain sur Connect. Donc ça, c'est le paysage aujourd'hui. Sachant que le paysage est en cours de transformation parce que ce qu'on avait avant dans une seule et même application qui est celle de Connect parce que c'est géré par un seul groupe qui est le groupe SNCF, avec l'ouverture à la concurrence, ce que je disais tout à l'heure, c'est que chaque région va se doter de son propre système. Donc l'objectif, c'est que déjà Connect et j'imagine plein d'autres agences de voyage vont pouvoir assurer cette continuité de service pour les voyageurs pour qu'ils ne puissent pas en fait, passer de l'agence de voyage à une application locale pour acheter son TER.
Mais du coup, pour Tesmo, si maintenant je me place côté Tesmo, nous, on répond aux besoins des collectivités, aux besoins des régions. Et il se trouve aujourd'hui que les régions ont le besoin d'avoir une application à leur nom, à leur marque, pour distribuer les offres régionales, les offres qui sont dans leur territoire. Donc c'est à travers Tesmo qu'on répond à ça. Connect, bien évidemment, comme toute agence de voyage, vient se connecter aux différentes offres des régions pour assurer le parcours client de bout en bout. Mais nous, on est au service des collectivités. Nos applications, il n'y a pas le logo Connect, il n'y a pas le logo SNCF, il y a bien le logo de la région et de la collectivité. Et puis, on essaie aussi quand même de pousser un itinéraire qui va au-delà de la région. Maintenant, chaque région ne va pas développer finalement un système national. Donc effectivement, l'écosystème il est fait tel que les agences de voyage vont essayer, comme Connect, vont essayer d'aller au bout du service pour vraiment rendre la mobilité accessible à tous et pour tout mode de transport. C'est l'ambition de Connect. Et nous, Tesmo, on répond aux collectivités avec les besoins de collectivités, que ce soit au niveau régional ou transfrontalier. Donc je n'ai pas résolu le problème de l'expérience utilisateur, mais j'ai essayé d'apporter plus de clarification. Merci. Merci. Pas de questions? Non. Merci à vous trois d'avoir accepté cet échange. Merci. Merci pour votre participation et merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Merci.